It beats my imagination. I have never seen a regional delegation being built or a ministry being built without adequate space for meeting halls. But at the same time, I am a member of parliament. I've never been invited, except at the governor's office in Douala, to a meeting being held in a ministerial meeting hall. All the meetings are at the Hilton, they are at this hotel, they are at that hotel. All of that is to make sure that people eat fat. So tell us how reducing these expenses is going to solve the problem. It is considered today that it is half of the state expenditure in personnel expenses that goes into it. In a couple of years back, the SDF parliamentary group looked at 3 budgets. I may get it wrong, but I think it was 2009, 10, and 11. And in those 3 budgets, they put together 792 billion that went into it. You all know this. When you go to a civil servant's office, most Cameroonians expect to receive a fuel bond. They accept to. It's all of that. When you have a state that spends just on all those mission fees and all of that, so much money, there is a fundamental issue. And we have never had a case where such money was not used. It's the first to be consumed. So what I'm saying is that instead of having people, and because it's just an elite of the administration that feeds itself fat with it, what I'm saying is that we're using this money and some more to double the salary so that finally, our medical doctors, when you have a medical doctor in Yasoso or in Gura or wherever that medical doctor is, he will be there because he has a living salary, can send his children to school, that we have our offices being filled up, that we have our teachers who are happy to go to work, who are not looking for a private institution to spend half of their time so that they can make ends meet. That is what I'm saying, and that is why we have to have the courage to get there. Cédric, if you permit me, oui, like il faut, justement, nous avons le temps qui évolue. Il nous reste à peine une quarantaine de minutes dans ce programme et je souhaite aussi justement sur votre programme politique, sociale, éducation et santé. Quelles sont les mesures fortes que vous comptez prendre pour améliorer ces 2 secteurs qui sont importants pour le quotidien des Camerounais et pour ceux qui vous suivent et donc vous souhaitez avoir les voix au soir durant le 7 octobre 2018. Alors, j'aimerais déjà dire, je veux avoir toutes les voix, je suis d'accord avec vous, mais les positions qui sont les miennes, les idées que je partage avec vous et qui sont dans ce programme sont essentiellement des positions de valeur. Par exemple, dans l'éducation, je ne comprends pas qu'on puisse avoir des lois qui nous disent que l'éducation est gratuite, et dans le public, ça n'existe pas. Et des fois même, dans le public, l'éducation coûte plus cher que dans le privé. Avec toutes les entreloupes qu'on met, les APE, les ceci et cela. Et donc je dis que l'éducation, jusqu'à la fin du premier cycle, sera effectivement gratuite. Mais, en contrepartie, elle sera aussi obligatoire. Parce que c'est un autre grand problème. Parce qu'on a créé des APE, on a créé une grande partie de la population de la jeunesse aujourd'hui qui est sortie du système de l'éducation. Parce que les parents ne peuvent tout simplement pas se permettre de les envoyer à l'école. Et ça doit arrêter. Tous les Camerounais doivent avoir la chance, l'opportunité d'aller jusqu'à la fin du premier cycle. Et ça doit être une obligation. Comment vous financez cette gratuité de l'école jusqu'au premier cycle? L'école est déjà gratuite aujourd'hui, excusez-moi. C'est tout simplement parce que l'argent ne va pas, l'argent que les parents payent aujourd'hui ne rentre pas dans les caisses de l'État. Vous n'allez pas au trésor et quand vous êtes à Bonanjo, vous voulez inscrire votre enfant dans une école, ce n'est pas au trésor à Bonanjo que vous allez payer. Et il n'y a pas 2 caisses de l'État, il y a l'unicité de l'État, de la caisse de l'État. Donc si vous payez ailleurs, ça veut dire que c'est pour des artifices qui ne font pas partie des dispositifs existants. Et ce qu'il faut avoir, c'est le courage de mettre fin à cela. Dans la plupart des établissements, aujourd'hui, on a inventé une histoire qui s'appelle, je ne sais pas moi, les cours d'informatique, des choses comme ça. Des écoles sans ordinateur où on vous oblige de payer, etc. Non, il faut mettre fin à cela. Si on veut la révolution numérique, etc., il faut mettre des ordinateurs dans les écoles. Et si la loi dit que l'éducation est gratuite, elle est gratuite. La loi dit que c'est obligatoire, elle est obligatoire. Et si on attrape un enfant qui ne va pas à l'école, les parents seront amenés au commissariat.
Justement, sur l'enseignement supérieur, est-ce qu'il y a des réformes que vous avez prévues afin de permettre que les formations soient en adéquation avec les exigences du monde socio-économique? Tout à fait. Déjà, je n'irai pas jusqu'au supérieur parce que je pense que une des grosses inadéquations de notre système éducatif, c'est le fait que comment dirais-je, la formation vers les métiers, c'est plus ou moins des formations, comment je peux les appeler, que les gens choisissent par défaut. On doit remettre cela au centre. Et justement, quand vous allez travailler, quand on va mettre sur pied le salaire minimum, etc., vous allez voir que tous ces métiers-là deviendront à nouveau très importants. Et les gens vont aller là. Et comment il faut y arriver? Il faut privilégier le système qui marche le mieux dans le monde, c'est l'apprentissage. Mais un apprentissage structuré. Je ne parle pas de l'apprentissage où on va payer 30 000 à un chef mécanicien qui lui-même n'est pas allé à l'école pour t'apprendre à faire de la mécanique. Un apprentissage structuré, ça veut dire que vous faites moitié école, moitié entreprise sur 3 années pour avoir un diplôme de formation professionnelle dans un métier donné. C'est quand même aberrant aujourd'hui que des Camerounais se voient obligés d'importer des Chinois pour faire du carrelage sur leurs murs ou de la plomberie. C'est tout simplement parce qu'on s'est dit que tous ces métiers, ce sont des métiers par défaut et c'est des métiers où on n'a pas besoin d'apprendre. Mais c'est faux. C'est faux. Dans le monde entier, on le sait. Et vous voyez ce qui arrive quand vous avez un mauvais carreleur, ça vous coûte plus cher que si vous avez bien payé votre architecte, etc. Donc il faut redonner de la valeur à tous ces métiers. Il faut que tous ceux qui sont dans ces secteurs-là, de ces petits métiers, tous ces artisans, il faut qu'on les structure, que ça devienne des petites entreprises. Et ça ne peut que se passer par une formation adéquate. Donc pour moi, cette formation-là est même plus importante que l'éducation supérieure. Mais maintenant, dans l'éducation supérieure, il faut une réforme de fond. Il faut dépolitiser l'école. Il faut absolument qu'au niveau des universités d'État, que les enseignants arrivent à élire leurs dirigeants et que ce ne soient pas des gens qui politiquement sont nommés pour ramener l'école vers le bas. C'est quand même incroyable, Monsieur Noufélé, qu'en 2018, sur les 100 premières universités africaines, il n'y ait pas une seule camerounaise, sauf si j'ai mal vu. Moi, j'aurais cru qu'en 2018, sur les 10 premières, il y aurait une université camerounaise, parce que quand je vois la qualité des Camerounais et la qualité des arguments que les Camerounais ont sur la place publique, je me dis que vraiment, on devrait avoir les meilleures écoles au monde, mais on ne les a pas. C'est quand même incroyable qu'on ait besoin d'ouvrir autant d'universités parce qu'il y a une si grande demande et qu'en même temps, on demande aux étudiants qui n'ont déjà pratiquement rien, qui ont perdu la bourse, etc., de payer 50 000. Ça n'existera pas avec moi. Justement, Duval Fangwa, sur les réformes concernant le secteur de l'éducation, mais aussi l'intérêt que Joshua aussi a pour l'ENAM. La première question, c'est en rapport avec justement l'accès à cette éducation-là. Dans les zones rurales, on a des problèmes à avoir des instituteurs dans les écoles, et même dans certains lycées, c'est à peine qu'on a 2 ou 3 enseignants dans ces lycées-là. Comment on fait pour résoudre ce problème? Mais c'est très simple. Ce que nous avons proposé dans notre programme, c'est de mettre sur pied une péréquation salariale qui fait en sorte que plus vous êtes dans une zone où vous avez besoin de, je dirais, pour le dire facilement, de plus de moyens, plus vous gagnez. Donc une prime à la difficulté. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui qu'un enseignant ou une sage-femme ou un médecin qui exerce, je ne sais pas moi, dans une ville balnéaire ou autre, avec tout le confort autour, soit au même niveau que quelqu'un qui exerce aujourd'hui, je prends l'exemple malheureux, Kolofata par exemple, où vous devez être chez vous à 18 h, sinon vous recevez une balle perdue. Donc, il est important de prendre tout ça en considération et de faire une certaine, vous pouvez appeler ça ce que vous voulez, moi j'appelle ça une péréquation salariale, de s'assurer que les gens, les fonctionnaires camerounais, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, qui sont dans des endroits qui ont un certain degré de difficulté, reçoivent plus d'argent ou reçoivent une prime par rapport à ceux qui sont dans des endroits plus simples. Deuxièmement, il faut remettre un système de performance en place, surtout au niveau de l'école et au niveau de la santé. C'est-à-dire qu'il faut déjà
transformer la façon dont nous gérons ces deux secteurs. Ça veut dire qu'il faut que l'argent de la santé, l'argent de l'école arrive aux établissements. Ça ne doit pas s'arrêter dans une inspection ou dans un ministère, ça doit arriver dans l'établissement même. C'est-à-dire que parce que ceux qui sont là et qui travaillent au quotidien, c'est eux qui comprennent le mieux où les urgences sont. Il y aura toujours des déperditions, il y aura de l'argent qui sera... Mais il faut que l'argent arrive là où il doit être. Et c'est ça le fédéralisme. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une direction... Si vous dites donc fédéralisme, ça veut dire que vous allez garder les deux systèmes qui existent et les deux sous-systèmes éducatifs. Bien sûr. Parce que depuis quelque temps, on parle d'harmonisation. Écoutez, moi je ne crois pas. Je crois qu'on a déjà beaucoup de difficultés de parfaire ce qu'on a hérité des colons. Donc, avant de parler d'harmonisation, il faudrait déjà qu'on maîtrise ce qu'on a. Et aujourd'hui, on a un problème avec cette maîtrise-là. Mais j'aimerais dire surtout une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une plus forte demande pour l'éducation anglo-saxonne qu'il y a pour l'éducation francophone. Et c'est pas un anglophone qui vous parle, c'est un constat. Il y a de plus en plus d'écoles anglo-saxonnes qui sortent de partout. Tout simplement parce que l'offre éducative après le baccalauréat, après le GC Advanced Level, est beaucoup plus ouverte si vous voulez pas rester, je dirais, au Cameroun. Aujourd'hui, dans le monde entier, les études, c'est beaucoup plus facile d'aller dans une grande université en Afrique du Sud, en Malaisie, même en Chine. Et parlons justement de l'université, c'est peut-être la dernière question pour sortir. Il y a beaucoup d'étudiants qui vous regardent ce soir, qui regardent le candidat et qui se disent qu'est-ce qu'il nous apporte, nous, étudiants camerounais. Mais je l'ai dit tantôt, la première des choses, c'est que le jour de la proclamation des résultats, une des premières mesures pour l'université, c'est justement d'arrêter le fait qu'on demande aux étudiants de payer une scolarité alors que ce qu'on devrait faire, c'est de leur donner des bourses. La deuxième des choses... Non, pas vraiment, parce que les psys étaient différents. Pour nous qui avons connu les psys, c'était un peu différent. Ce que moi je propose, c'est que le gouvernement camerounais dépense de l'argent, et c'est justement, ce sont ces valeurs social-démocrates que j'essaye de mettre devant, qu'on dépense de l'argent pour les familles les moins aisées. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'un enfant issu d'une famille démunie, je vais utiliser ce terme, je ne l'aime pas beaucoup, soit en compétition permanente avec un enfant qui n'a pas de besoin immédiat. Donc c'est le rôle de l'État. Si un enfant est arrivé jusqu'en faculté, c'est le rôle de l'État de l'aider et de le mettre sous bourse. Et la bourse ne doit pas être sur les résultats qu'on obtient. Le rôle du gouvernement, c'est de pousser ceux qui sont en difficulté vers le haut. Pas de tirer ceux qui réussissent déjà plus haut et de laisser tout le reste de la société par terre. En fait, ce qu'il faut, quand vous êtes un président qui se respecte, vous devez aller vers ceux qui n'ont rien à manger, vous devez aller vers ceux qui ont des difficultés pour faire en sorte qu'ils arrivent au niveau de ceux qui ont. Et donc, c'est ce que je ferai. À côté de ces réformes dans l'éducation. Dans mon programme, c'est important, il m'a posé la question, je chute, excuse-moi. Dans mon programme, je dis, et je suis clair là-dessus, les étudiants et les élèves issus des familles défavorisées auront le soutien de l'État en forme de bourse scolaire pour pouvoir finir leurs études. Et vous verrez, après 7 ans de cette mesure-là, cette mesure uniquement, nous serons en mesure de transformer ce pays parce que nous avons trop de talents qui n'arrivent pas à éclore, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens pour s'affirmer. Many will be questioning as well whether just giving free education, especially in the higher education sector in Cameroon, and given that scholarship is going to be enough. There is this approach that you were talking about, the professional approach that is, we're talking about the LMD system that has been existing for some few years now. The practicals, bringing together practicals and the theoretical part of learning in the educational system in Cameroon. What would be your evaluation today? And if you were to be elected president, or after you are elected president, as you want us to put it, would you maintain this system and reinforce it, or there are some changes that you'll be introducing? Well, first of all, I think the LMD system and all that goes with this was much more a political move than to look for efficiency. I am a practical person. I'm Cartesian. I look at what is happening. Are Cameroonians happy? No.
Do companies find qualified workforce coming out of those universities? I'm afraid no. Do those students themselves consider those universities as perfect institutions of learning? I'm afraid no, because many students in our universities look forward to go abroad, look forward they look after greener pastures. So I think if you just look at that, you understand that there is a problem. And I think we shouldn't fool ourselves. It's not by talking about big concepts and no. What do I want? I want my son, my daughter, to be able to go to the University of Douala, to come out and have a decent job and take care of his or her kids, send them to school decently, okay, and make me proud. It shouldn't be an exception. It shouldn't be something you throw a party because your son has got a job, because your son has got... No, it should be the norm. And the exception should be that it doesn't work, and because something went wrong somewhere. So what I'm proposing is that we come back to those fundamentals. Let us understand that each and every Cameroonian child has the same rights and probably the same obligations, but has the same rights and should have the same opportunities to succeed. You should not succeed because the name of your father is a known name. You should not succeed because your mother has money. You should not succeed because you are from this tribe, or because you grew up in this town or this town. A child being born today in Mulundu, another child being born today here in Aqua, both should have the same opportunities in life to come up. And that's the role of government. And that is why we are destructuring, I call it a factory, an elite factory. What we have created in our social environment, schooling, health, and so on, is an elite factory. Let me tell you one thing. When I am president, you will no longer have government-subsidized medical evacuations. You know what that will cause? It will cause one simple thing. The people deciding on what money goes to hospitals and how hospitals are treated do not go to those hospitals when they're sick. And guess what? The day they're obliged to start going themselves to that hospital, the day the President of the Republic goes to the Yaoundé Central Hospital for treatment, I can tell you that that hospital will be clean, air-conditioned, medicalized, and everything will work. And that's the problem. And it's the same thing in education. Those deciding on the LMD system, those deciding on this and that, their kids are not in these universities, so they don't care. And it's that care that we're trying to bring back, to say it is ours, it is not theirs. And we need these universities to produce the workforce of tomorrow. J'aimerais justement qu'on parle de votre système de gouvernance que vous proposez de mettre en place au Cameroun. Joshua aussi, quelle sera la structure de votre gouvernement si vous êtes élu président de la République du Cameroun au soir du 7 octobre 2018? Alors déjà, je ne suis pas venu à votre émission pour entretenir des probabilités. Je suis là parce que je serai élu le 7 octobre et donc vous pouvez dire quand je serai élu, qu'est-ce que je ferai, je serai plus à l'aise de vous répondre de cette façon-là. Je suis dans une position relativement facile par rapport à cette question, une position relativement aisée par rapport à la réponse que je dois vous donner à cette question, parce que je suis, je crois, le seul candidat qui propose fondamentalement une transformation de la forme de l'État pour passer à un État fédéral. Parce que je crois que notre diversité doit être notre force. Et cette diversité ne peut que s'exprimer si on a une forme fédérale de l'État. Et j'aimerais juste expliquer ça avant d'aller vers votre réponse. La grande différence, parce que beaucoup de gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Les États les plus forts dans le monde sont les États fédéraux. Les États les plus forts, ceux qui réussissent le plus, que ce soit en Afrique ou ailleurs, ont des arrangements fédéraux. Parce que les gens, fondamentalement, pour développer le local, il faut du local. C'est-à-dire qu'il faut remettre le pouvoir au peuple. Et on ne peut que le faire si on donne les responsabilités fondamentales aux gens à la base.
Et c'est ça le fédéralisme. Ce sera un État. Le fédéralisme. Un système fédéral à 2 États. J'y arrive. Le fédéralisme, ce n'est pas la séparation. C'est exactement le même arrangement que nous avons déjà aujourd'hui avec la décentralisation. La seule différence, c'est que dans la décentralisation, c'est M. Paul Biya et son Premier ministre qui décident qui fait quoi, et il peut donner et il peut retirer. J'en veux pour preuve, on a décidé de donner l'éducation de base aux communes. Et qu'est-ce qu'on a demandé aux communes de faire? Ah, vous vous occupez de la construction des écoles. Les instituteurs, les directeurs d'école, c'est nous à Yaoundé qui les nommons, c'est nous qui les... Non, il faut tout donner. Il faut dire aux maires, recrutez vos instituteurs, recrutez vos directeurs d'école, on va voir la performance, etc. Et vous serez mesuré à ça lors des élections. Mais, n'empêche, ce que j'essaye de dire, c'est que la décentralisation fondamentalement est une sorte d'arrangement du fédéralisme par décret, alors que le fédéralisme, c'est un arrangement de décentralisation dans la Constitution. C'est-à-dire qu'une fois que c'est dans la Constitution, le président de la République ne peut pas revenir et dire « Vous, monsieur le gouverneur élu de la région de l'Est, vous n'avez pas le droit de faire ceci ou cela. » Quand ce sont ses prérogatives, ce sont ses prérogatives. Il n'est nullement question de créer des États dans l'État. Il est tout simplement question d'avoir, premièrement, dans un arrangement fédéral, vous n'avez plus d'administrateurs nommés, mais vous avez tout le monde qui est élu, du poste de délégué du gouvernement qu'on va annuler et pour avoir des super-maires jusqu'aux arrangements dans les communes. Il n'y aura plus de sous-préfet qui sera au-dessus du maire, mais il y aura un maire élu par le peuple qui sera là pour travailler pour ce peuple et qui aura tous les moyens de l'État pour le faire. Voilà l'arrangement fédéral que nous proposons. Et donc cet arrangement fédéral est un arrangement qui renforce l'unité nationale, qui nous rend plus forts parce que quand, à la base, quand de Mouloudou jusqu'à Fotokol, de Kousseri jusqu'à Fourouawa, quand les citoyens se reconnaissent dans leur développement local, il y a un sens de l'appartenance, ce sens qu'il n'y a pas aujourd'hui, tout simplement parce que tout est décidé à Yaoundé, le temps que ça arrive, les gens sont déjà... Alors, et quand le gouvernement fédéral que vous comptez... Et juste pour répondre à sa question... Je ne peux pas, juste pour répondre à sa question, ma préférence va pour un État, va pour un arrangement à 10 États dans les contours des actuelles régions, pour une question très simple. La première, c'est que je pense que nous ne pouvons pas nous permettre un retour vers 61, tout simplement pour des raisons stratégiques. C'est-à-dire que quand vous avez un arrangement où une partie... c'est 20% de la population, une autre partie 80%, il y a toujours un déséquilibre. Et ce n'est pas sain. Donc avec l'arrangement des régions actuelles, on a un certain équilibre entre les régions. On a 10 régions qui se valent plus ou moins et on peut travailler beaucoup plus simplement. Deuxièmement, je pense qu'il ne faut pas... Le changement est difficile à faire avaler, pour dire, à faire passer. Et donc il ne faut pas nécessairement aller vers des choses, je dirais, trop loin des réalités vécues aujourd'hui. Et c'est pour cela que si nous restons dans l'arrangement, je dirais, des délimitations régionales que nous avons déjà aujourd'hui, ça arrange tout le monde parce qu'on sait exactement que la région du centre commence ici, ça s'arrête là. Et comment vous repartissez donc maintenant vos différents ministères? Quelle structure le gouvernement fédéral comptez-vous mettre en place? Monsieur Nofélé, dans un arrangement fédéral, le gouvernement fédéral s'occupe de tout ce qui est régalien et souverain, c'est-à-dire, si vous voulez que je les cite, de la défense, de la sécurité, des finances, etc. Et le développement local, le productif et tout ça est géré par les régions. Combien de postes ministériels, alors qu'au Cameroun actuellement, il y en a plus? Alors, dans mon programme, j'ai été clair là-dessus, il n'y aura pas plus de 20. Mais mon choix personnel aujourd'hui est autour de 15. Mais je dis, et je suis très clair dessus, il y aura en tout cas pas plus de 20. Pourquoi je dis 20-15? Tout simplement parce que je dois respecter mon programme politique le 8 octobre, au lendemain de l'élection. Donc le 8 octobre, il est évident qu'on ne sera pas dans un arrangement de type fédéral, donc il y aura besoin d'un peu plus de ministres en attendant qu'on
rentre dans un arrangement fédéral. Et c'est pour ça que je parle de 20, mais ma préférence va pour 15. Et comment ce gouvernement fédéral compte-t-il résoudre la crise anglophone qui secoue le Cameroun depuis près de 2 ans, vous dites? Alors, je pense que déjà, il faut reconnaître une chose fondamentale. La crise qui secoue le nord-ouest et le sud-ouest, et je n'aime pas qu'on parle d'un problème anglophone ou d'une crise anglophone parce que ça stigmatise toute une communauté. Cette crise est une crise de gouvernance, c'est une crise politique et pas culturelle, et c'est une crise, en fait, comme je le dis de façon très simple, il n'y a pas de problème à Bamenda, encore moins à Buea, il y a un problème à Itoudi. Donc le premier problème qu'il faut régler, c'est celui qui a créé le problème. Donc il faut qu'il parte. Il doit partir. Aujourd'hui, tout le monde est unanime là-dessus pour régler le problème dans l'extrême nord, pour régler le problème qui est en train de se créer à l'est, pour régler le problème dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il faut que celui qui a déclaré la guerre à chaque fois parte. Vous ne pouvez pas être en charge des forces armées et déclarer la guerre contre votre propre peuple, quelles que soient les raisons. Nous avons des lois qui doivent être respectées. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Écoutez, je pense que la moindre des choses que j'aurais fait, et que je ferai d'ailleurs, c'est déjà d'aller parler avec ces gens. Je n'aurais pas envoyé un directeur de cabinet du Premier ministre aller parler avec des gens qui ont un problème aussi profond que celui-là. Je serais allé moi-même, je serais allé à l'extrême nord, j'y étais. Pendant en pleine crise de Boko Haram, j'étais dans l'extrême nord, j'étais au front. Et je serais allé aussi dans le sud-ouest et le nord-ouest. Il faut parler avec les gens. Quand vous êtes en position de leadership, vous ne pouvez pas voir votre maison qui brûle, votre famille qui se déchire et qui s'entend plus. Et vous êtes chef de famille et vous êtes cantonné quelque part à Yaoundé et vous dites vous ne partez pas au village parce qu'il y a des problèmes là-bas. Non. Et il ne faut pas venir tromper les Camerounais le jour de l'élection, de venir dans un stade à Buea plein de militaires et faire croire que les gens sont sortis pour vous. Non, ce n'est pas pendant l'élection qu'on cherche le chef de l'État. Pendant l'élection, le chef de l'État est candidat. Donc même s'il va à Maroua pendant l'élection, comme il est allé il y a 7 ans, ou il va dans le sud-ouest et le nord-ouest, ce n'est pas le président de la République qui y va. Ce n'est pas le chef des armées qui y va, c'est le candidat qui y va. On l'attendait avant cette élection. Il fallait qu'il aille sur place. Et quand je suis élu, j'ai le courage d'appeler, je l'ai dans mon programme, déjà pour reconnaître que c'est un problème politique et qu'il faut le régler de façon politique. Et tout problème politique a des solutions. Il faut avoir le courage de s'asseoir autour d'une table, d'être d'accord, d'être en désaccord et de discuter. Et je propose la mise sur pied d'une conférence nationale de réconciliation, de vérité et de réparation qui ne se limite pas seulement aux problèmes d'aujourd'hui, mais qui vont beaucoup plus loin. Vous savez qu'on a des problèmes du même ordre depuis carrément, je peux dire, 48 à la création de l'UPC jusqu'à nos jours. Donc il faut qu'on remette tout ça à table et il y a beaucoup de problèmes. Il y a même les problèmes aujourd'hui qu'on essaye de régler de façon politique au TCS qui n'ont pas leur place dans ce tribunal, qu'il faudra régler à ce niveau-là. Ensuite, il faut avoir le courage de reconnaître qu'on ne peut pas régler un problème de cette nature et baisser cette violence si on ne met pas en place un programme DDR. Un programme DDR, c'est un programme de désarmement et de réinsertion dans la société des gens qui ont pris les armes. Il faut avoir le courage de le faire, qu'on le veuille ou pas. Parce que vous savez, même si on règle le problème militaire, si les gens restent avec leurs fusils du côté de l'extrême nord, du côté du sud-ouest, du nord-ouest, dans la forêt, dans la brousse, ils vont ressortir tôt et tard, ils vont juste se transformer, ils vont juste passer d'un problème politique à peut-être un problème autre. Donc il faut éviter ça et quand vous êtes dans une position de leadership, il faut avoir ce courage pour aller jusqu'au bout. Mais j'aimerais dire une chose sur ce problème, et d'ailleurs, même sur ce qui se passe dans l'extrême nord, c'est que nous sommes tous témoins de l'absence de volonté du gouvernement actuel et de celui qui l'incarne, Paul Biya, pour régler ce problème. Nous avons vu tout cela. Et je suis convaincu aujourd'hui que seul quelqu'un qui comprend ces problèmes-là et qui comprend ces gens et qui a la confiance de ces personnes pour pouvoir discuter avec elles peut valablement
régler ce problème-là. Et c'est pour cela que je suis assez confiant qu'au soir du 7 octobre, j'aurai un coup de fil qui viendra de cette direction-là. If you talk to a good number of those that are threatening to leave, to secede, as I can put it, over what they have called injustice and marginalization, they will tell you that they are not interested in the current political happenings like the presidential election. You earlier indicated that it is the president of the republic, the current government, that seems to be the problem. No, but that's not what I said. I said he's the problem. Give me my word. I didn't say seems. I said he's the problem. Yes. They will tell you that they are not interested in the election. That's why they say they are not even participating. What makes you think that the election and changing the current government could solve the Anglophone problem? Well, essentially, you said it all in your question. You said when they are not interested in the current before you got to that. Before you got to that point, it's not because you don't understand something that it is necessarily wrong. Okay, you said it yourself. You said people are marginalized, they live in injustice, and they've decided to secede. Okay, so the problem is not the secession. The problem is the marginalization and the injustice that leads to that secession. Because guess what? The secession will not necessarily solve that problem. And I agree with all of those who say there is a problem. And the thing is that in the Anglo-Saxon culture, fear was not part of the equation. And that is where there is a big clash. The big clash is that the little time the Anglo-Saxons spent with the English authorities, fear wasn't part of the transaction. And that is why you see the Southwest and the Northwest, people in there react the way they are reacting today. That is different from the way people are reacting in the East, in the South, and in other places where people feel the same type of oppression, a little bit different. So what I'm trying to tell you is that if you have a president, when you have a president of the Republic who understands this issue, the first thing that has to happen is to solve the problem of marginalization and injustice. And I have told you, I have absolutely no problem that as soon as I'm elected, that one of the first decisions I take is to recognize that it is a political problem, and I will have 0 political prisoners in my prison. And that means that on that very day, the first day that I have a signature, I will tell them, let's talk. And you think the 10-state federation could be the solution? I will tell them that you are jumping steps. I will tell them, let's talk. And I cannot talk to prisoners. I will talk to free political individuals who will have the right to walk around town in Yaoundé. We will meet wherever we have to meet and talk this problem out. We will solve the problem of that marginalization. We'll solve the problem of our bilingualism. We'll solve the problem around our multiculturalism. What concrete solutions will we be providing to this problem of marginalization, bilingualism, as you're citing? What concrete solutions will we be providing? If you take, for instance, those are micro issues. What I'm saying, I'm not Dr. Do-All, okay? I will be your president in a couple of weeks. I'm not a candidate to do everything. There are people, you're president of the Republic, you have a team working with you. But let me tell you, on the point of bilingualism, I, for instance, do not agree and do not accept on the simple point of signage that you have one language that is always in black, the other one in red. That you have one language that is bold, the other one in italic. That you have one language that is large and the other one that is small. Even when I do not agree that when you have an official book in Cameroon, whatsoever it is, a law whatsoever, you have to turn around sides to go to the 2 languages. I do not agree that one version of every official document in Cameroon is a translation of the other. And to 99.5% of the times, it is always a translation of the French to the English. We are under Constitutional Article 3, section 3, sub 1, is explicit. The official languages of Cameroon are English and French. As President of the Republic, that will be the case. And let me go further. I will, in a short period of time, make sure that all of those who have positions of
of decision making in the administration, those who are directors and sub-directors and upward are perfectly One final question before we go, Your Honorable, because time is against us. You said that elections Cameroon should allow IDPs to vote in their current locations. Yes. Yesterday we saw the report, and today by the Center for Human Rights and Democracy, stating that over 122 villages have been deserted after military invasion. Do you know where these IDPs are actually located, and will you be carrying out your campaigns in those areas? I will campaign wherever Cameroonians... Where are they located? I will campaign wherever Cameroonians are. The issue is not fundamentally to arrange the bad side of the problem. You're talking of 150,000 people in the bush. It's a sad situation. It's terrible. But you omit to say that you have about 600,000 Cameroonians who are IDPs as well. It just so happens that they're in Douala, Yaoundé, Buea, some in Bamenda, Bafoussam, and so on. And they are not accounted for. But they are no longer in Diane, they are no longer in Meme, they are no longer in Momo. They are out of those places. And these people have a right to vote. It is not because you are not in the bush and you are somewhere in Bonaberi or somewhere in Etugobe in Yaoundé that you have no right. And what I'm saying is that the international instruments to which Cameroon is a party must and will be respected. Merci. We will not agree. Je vous en prie. We will not agree for ELECAM to put in place a second marginalization after the first one that made these people go. And let me just say it because it's very important. It is a simple disposition. ELECAM just has to agree that all those who are registered voters from those places where you can no longer stay safely should be allowed to vote where they are. They should go to the ELECAM office, change their point, be allowed to change the place where they are voting, get a provisional recipe for the 7th of October, and then on that 7th of October, whether they find themselves in Bafia, in Betua, wherever they are, they should be allowed to vote in those places. That's what Merci, Joshua, aussi candidat du SDF à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Déjà? Merci à Mimi Meufo, merci également à Duval Fongois d'avoir été présent dans cette émission. Merci également à toutes les équipes techniques conduites par Emmanuel Wapi qui nous ont permis de pouvoir être présents à l'antenne, mais aussi vous nous avez suivis sur les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui étaient présents avec nous. Restez sur Equinox Télévision.